Il est 3h12 du matin dans une station-service déserte quelque part dans les quartiers nord de Marseille. Un gamin, parce que oui c'est un gamin, remplit un bidon d'essence sans plomb 95. Ses mains tremblent, mais pas de froid, de peur. Dans sa poche, un téléphone jetable vibre. Un message signale. 3 mots seulement. C'est maintenant. Il a 15 ans. Dans moins de 2 heures, il aura du sang sur les mains. Et dans moins de 2 jours, il sera en garde à vue, en pleurs, à réclamer sa mère. Bienvenue dans l'ère des tueurs 2.0. Si je vous dis tueur à gages, vous pensez à quoi? Moi perso, à John Wick. Un type froid, méthodique, costume sombre, mallette en aluminium, un professionnel du silence qui disparaît sans laisser de traces, le genre de fantôme que même Interpol met 10 ans à retrouver. Vous pensez à ça? Oubliez. Alors vraiment là, oubliez tout. Parce que le tueur à gages version 2.0, il ressemble plus à votre petit frère, votre petit cousin, petit voisin, celui qui passe ses journées sur FIFA, qui filme des TikTok dans sa chambre et qui mange des kebabs en bas du bloc. Sauf qu'un jour, entre deux parties en ligne, une notification Telegram a changé sa vie. Un emoji pistolet, un emoji liasse, un montant et une photo. Celle de sa future victime. Et là, vous vous dites, c'est quoi ce délire? Et c'est exactement la bonne question. Parce que là, on ne parle plus de la vieille école. On ne parle plus des réseaux structurés où il fallait faire ses preuves pendant des années avant qu'on vous confie un flingue. On ne parle plus de code d'honneur, aussi tordu soit-il, qui régissait le milieu. Non. On parle d'une ubérisation du meurtre. Un marché low cost de la mort où n'importe quel ado paumé peut devenir un exécutant pour le prix d'un scooter d'occasion. Et ce phénomène, il a un épicentre. Enfin, plutôt deux. D'un côté, Marseille, la cité phocéenne, gangrenée par la guerre entre la DZ Mafia et les Yoda depuis février 2023. Même un peu avant, j'ai envie de vous dire. Une guerre qui a transformé les quartiers nord en zone de recrutement à ciel ouvert, où les commanditaires passent des petites annonces sur Telegram, comme on poste une offre sur Le Bon Coin. Cherche jeunes, motivés, mission ponctuelle, rémunération attractive. Sauf que la mission, c'est un homicide. Et la rémunération, entre 5 et 30 000 euros. Quand un pro de l'ancienne génération en demandait 100 000. Alors vous voyez que même en parlant d'homicide, ils arrivent à faire des économies. De l'autre, nous avons les Pays-Bas, le royaume de la Mocromafia, là où tout a commencé. Là où Ridouane Taghi et ses lieutenants ont les premiers compris qu'on pouvait recruter de la chair à canon via des messageries cryptées. Les gamins qui sortaient la cocaïne des conteneurs au port de Rotterdam sont devenus presque naturellement les nouveaux soldats. Pourquoi? Déjà parce qu'ils avaient déjà un pied dans le système, et que passer du transport de poudre au transport d'un scorpion, c'est juste une question de message reçu au bon moment. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est un monde parallèle, un monde où un compte se négocie en emoji, où un gosse de 14 ans abat un innocent d'une balle dans la nuque pour un contrat à 50 000 euros, qu'il ne touchera jamais. Où la preuve d'exécution, c'est un selfie tremblant à côté du cadavre. Un monde où la vie humaine vaut moins cher qu'une paire de Nike. Et le pire dans tout ça, ce monde n'est pas un film, c'est le nôtre. Alors installez-vous, parce qu'aujourd'hui, sur Empreinte criminelle, on ouvre le dossier le plus glaçant de cette décennie. Pour comprendre les tueurs 2.0, il faut d'abord comprendre d'où ils viennent. Et spoiler, ce n'est pas un film de Scorsese. Oubliez le parcours initiatique du gangster à l'ancienne, celui qui gravissait les échelons en commençant par le guet, la livraison, le braquage et peut-être au bout de 10 ans, le contrat. Cette époque est révolue. Enterré. Le tueur 2.0 n'a pas de CV criminel, il n'a pas fait ses classes, il a 15, 16, parfois même 14 ans, et son seul diplôme, c'est une dette. Le schéma est presque toujours le même. Il est tellement standardisé que les criminologues du Cirasco en ont fait un modèle type. Alors, ça commence dans un quartier périphérique, Marseille Nord, Utrecht, Overvecht, Anvers Nord. Changer le drapeau, mais pas le décor. Celui-ci reste identique. Barre d'immeubles, ascenseur en panne,
caméra de surveillance cassée depuis des années et que personne n'a jamais réparée, la famille souvent monoparentale dans la majorité des cas, un père absent, parti incarcéré ou tout simplement fantôme, une mère qui enchaîne les heures de ménage ou d'aide à domicile pour nourrir 4, 5, 6 gosses, une mère courage qui fait ce qu'elle peut, mais ce qu'elle peut face à la machine, c'est jamais assez. Le gamin, lui, il grandit entre deux mondes. D'un côté, l'école, où il est le petit, qu'on protège ou qu'on utilise, de l'autre, la rue, où il voit les grands rouler en Audi A3 avec des billets plein les poches. Ses passions, FIFA, la drill music, Snapchat, sa vie entière tient dans un écran de 6 pouces. C'est là qu'il se construit, et c'est là qu'il existe. Et c'est là que le piège va se refermer. Parce que le basculement, il ne se fait plus par la petite délinquance classique, il se fait par la dette. Le mécanisme est d'une perversité chirurgicale. On confie au gamin un sac, entre parenthèses, comprenez, un paquet de drogue à livrer ou à planquer. Rien de bien méchant en apparence. Sauf que le sac se fait intercepter. Par la police, par un rival, peu importe. Et là, le compteur tourne. Tu dois 5 000, 10 000 ou 20 000 euros au réseau. À 15 ans, sans un centime, et c'est précisément à ce moment-là que le téléphone sonne. Pas pour menacer, non, bien pire, pour proposer. On a un moyen d'effacer ta dette, petit. Un job rapide, propre. Tu fais ça et on est quitte. Le job, c'est un contrat. Et le propre, on verra plus tard à quel point c'est tout sauf ça. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est à quel point ces gamins sont interchangeables. Pas parce qu'ils se ressemblent physiquement, mais parce que leur parcours est un copier-coller sociologique. Les mêmes failles, les mêmes manques, les mêmes rêves pathétiquement modestes. Quand on les interroge en garde à vue et qu'on leur demande ce qu'ils comptaient faire de l'argent, la réponse revient en boucle. Sortir ma mère du quartier. Pas acheter un yacht, pas fuir aux Caraïbes, juste offrir un appartement décent à leur maman. Et c'est peut-être ça le détail le plus dévastateur de toute cette histoire. Ces gosses ne sont pas des psychopathes, pas des prédateurs nés. Ce sont des gamins ordinaires avec une impulsivité maladive et un besoin viscéral de reconnaissance. Aspirés par un système qui les broie et les recrache avant même qu'ils aient compris les règles du jeu. Parce que dans cette économie de la mort, ils ne sont pas les joueurs, ils sont simplement les pions, jetables, remplaçables. Et le réseau le sait parfaitement. Mais alors, concrètement, comment ça se passe ? Comment on passe d'un message télégramme à une exécution en pleine rue ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on entre dans la mécanique, le rouage froid, la chaîne de montage du meurtre low cost. Et vous allez voir, c'est à la fois terrifiant d'efficacité et pathétique d'amateurisme. Tout commence par un écran, toujours un écran. Le commanditaire, lui, il est loin, très très loin, souvent à Dubaï, parfois au Maroc, installé en terrasse avec vue sur la marina, pendant qu'il orchestre un homicide à 4000 km de distance. Il ouvre Telegram ou Signal, il crée un groupe éphémère et poste l'offre. Un montant, une ville. Le tout disparaît en quelques secondes grâce au message autodestructeur. Bienvenue dans le crime organisé, version messagerie cryptée. Le recrutement, lui, se fait en cascade. Le commanditaire ne contacte jamais le tueur directement. Il passe par un intermédiaire, qu'on va appeler dispatcher, qui lui-même active un contact local. Donc 3 couches minimum entre celui qui paye et celui qui appuie sur la détente. Comme ça, si le gamin tombe, et il tombe presque toujours, il ne peut donner qu'un pseudo, un alias, un fantôme numérique que même la JRS met des mois à remonter. Une fois le contrat accepté, les choses s'accélèrent brutalement. Le délai moyen entre la prise de contact et l'exécution, moins de 48 heures, parfois même 24. Et parfois, le soir même. On est loin de la filature des 3 semaines du tueur professionnel qui étudie les habitudes de sa cible. Ici, c'est du fast-food criminel. Le tueur reçoit sur signal une photo de la cible et sa localisation GPS via Google Maps. Point. Pas de plan B, pas de repérage, on fonce. La logistique, rudimentaire mais rodée. Une voiture volée, souvent un SUV Peugeot 3008 ou une Audi A3,
récupéré dans un parking de banlieue quelques heures avant, 2 téléphones, un propre pour la vie quotidienne et un sale, jetable, uniquement dédié au contrat et qu'on détruira après. Des gants en latex achetés en pharmacie et le fameux kit tueur, un bidon d'essence pour cramer le véhicule, après le job, et l'arme. L'arme, c'est généralement un scorpion. C'est un pistolet mitrailleur compact, facile à planquer, ou une Kalachnikov AK-47. Des armes donc venues des Balkans, transitant par la Belgique, souvent très mal entretenues, avec des munitions 7,62 rouillées, issues de vieux stocks de l'ex-Yougoslavie. Le genre de matos qui s'enraye une fois sur 3. Et puis, il y a le moment. L'heure choisie n'est jamais un hasard. C'est soit tombée de la nuit, soit petit matin, pile au changement d'équipe de la police. Ce créneau flou où les effectifs se croisent, où l'attention baisse, où les caméras de vidéosurveillance ne sont pas forcément consultées en temps réel. L'exécution elle-même, un mot suffit, le chaos. Pas de tir chirurgical, pas de silencieux, juste des rafales aveugles, en pleine rue, devant des immeubles habités, quitte à toucher des passants. L'objectif n'est même plus seulement de tuer, c'est d'envoyer un message, et même de terroriser. Mais le détail le plus glaçant, celui qui résume à lui seul cette génération, c'est ce qui se passe après. Le tueur sort son téléphone et il filme. Il doit filmer la scène, le corps, le sang. Pas par sadisme, par obligation commerciale. Cette vidéo, c'est sa facture, sa preuve d'exécution. Sans elle, pas de paiement. Le commanditaire exige parfois un appel vidéo en direct pendant l'action, pour voir la scène en temps réel depuis l'autre bout du monde, comme un spectateur VIP de sa propre commande. Ensuite, la voiture brûle dans un chemin de forêt, le téléphone sale finit dans une bouche d'égout, et le gamin se planque dans un appartement nourrice loué sur Airbnb sous une fausse identité. Souvent, un studio miteux en zone industrielle du genre hôtel Formule 1. Et c'est là, en général, que tout s'effondre. Parce que ces gamins, aussi violents soient-ils, restent des amateurs. Et les amateurs laissent des traces. Beaucoup de traces. Parce que la théorie, c'est une chose, mais la réalité dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Commençons par l'homme qui a donné un visage à cette nouvelle génération de tueurs. Matteo Farina, surnommé le Cisario, 18 ans. Originaire de Gardanne, une petite ville tranquille à 20 minutes de Marseille. Parent de la classe moyenne, rien dans son profil ne laissait présager ce qui allait suivre. Et pourtant, entre mars et avril 2023, en moins de 3 semaines, il est soupçonné d'avoir exécuté 6 personnes pour le compte de la DZ Mafia. 6 en 20 jours, pour un total estimé à 200 000 €. Son mode opératoire, brutal et exhibé. Sa première victime présumée, un jeune guetteur du clan Yoda. Il l'attire dans une voiture. Il sort un Colt 45, l'arme s'enraye. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e tentative est la bonne. Ensuite, il asperge le corps de White Spirit, brûle le véhicule dans une cité et poste une vidéo de revendication sur Snapchat au nom de la DZ Mafia. Pas de remords, pas de discrétion, de la mise en scène. Matteo se filmait cagoulé, riant à gorge déployée en parlant de ses contrats. Comme si tout ça n'était qu'un jeu. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Sur l'avion, on va dire, je me suis en train d'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Heureusement, il est arrêté le 4 avril 2023, au lendemain d'une fusillade dans un snack de la Joliette qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans et grièvement blessé 2 autres mineurs. Mais le cas Farina, aussi glaçant soit-il, a été dépassé en à peine 18 mois, le 4 octobre 2024 à Marseille. Un Renault Kadjar s'encastre dans la façade d'une école maternelle du 3e arrondissement. À l'intérieur, le corps de Nessim Ramdan, 36 ans, chauffeur VTC, père de 3 enfants. 0 lien avec le narcotrafic. Il a été abattu d'une balle à l'arrière du crâne par un adolescent de 14 ans que tout le monde connaîtra sous son pseudo Snapchat Pépito. Le scénario est d'une absurdité meurtrière. Un détenu de 23 ans,
membre de la DZ Mafia, recrute Pepito via Snapchat depuis sa cellule. Le contrat, 50 000 € pour éliminer un rival dans la cité Faux-Colombe. Le gosse est récupéré à Nîmes, conduit à Marseille, installé dans un hôtel. On lui remet un 357 Magnum, il commande un VTC Bolt pour se rendre sur place. Nessim est son chauffeur. Le gamin lui demande de l'attendre. Nessim refuse. Eh bien, pour ce refus, Pepito lui loge une balle dans la nuque. Il n'atteindra jamais sa vraie cible. Et le plus glaçant, le commanditaire appelle lui-même la police à 5h02 pour dénoncer le gamin. Pas par remords, par colère. Le contrat a raté. Mauvaise cible. Dans cette logique, Nessim n'est même pas une victime. C'est un bug dans le système. Ce contrat devait venger un autre adolescent de 15 ans, envoyé par le même commanditaire intimider un rival quelques jours plus tôt. Ce gamin-là avait été repéré, poignardé une 50aine de fois, puis brûlé vif. La spirale n'a pas de fond. Pepito a déclaré aux enquêteurs « Je pense que je ne réalisais pas ce que voulait dire tueur à gages. Je me suis dit que tuer c'était facile. L'argent était facile. Mais quand je l'ai fait, j'ai réalisé que ce n'était pas facile. » Pepito a été confié à l'aide sociale dès ses 9 ans. Il a été déscolarisé très tôt, à ses 13 ans. Ses 2 parents incarcérés. Alors, en février 2026, ce gamin abandonné un petit peu de tous a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle. 600 personnes avaient assisté aux obsèques de Nessim. Et si vous pensez que ce phénomène ne touche que les gamins des cités, détrompez-vous. Parce que la DZ Mafia a aussi recruté Alexis, 20 ans, étudiant en économie à Nice, fils d'un haut fonctionnaire, et Gabriel, 21 ans, fils d'un commerçant qui a pignon sur rue. 2 jeunes niçois issus de milieux favorisés, sans casier, sans passer dans le trafic. Mis en examen pour tentative d'assassinat en bande organisée, leurs familles sont tombées des nues. Et c'est ça la leçon la plus terrifiante de ce dossier. Le recrutement numérique ne connaît pas de frontières sociales. Un message, un montant, une promesse. Et n'importe qui peut basculer. Le fils de la cité comme le fils du fonctionnaire. Le décrocheur scolaire comme l'étudiant en éco. La DZ Mafia l'a compris avant tout le monde. Sur Snapchat, tout le monde a le même profil. Comment en est-on arrivé là? Comment une société peut-elle produire des enfants tueurs, recrutés comme des livreurs Uber Eats, jetés dans la machine et broyés avant même d'avoir l'âge de passer le permis? Pour répondre à ça, il faut regarder le problème en face, sans filtre et sans angélisme, et sans la facilité de pointer un seul coupable. Les criminologues du CIRASCO parlent d'un phénomène de GTAisation de la violence. Et le terme, aussi provocateur soit-il, tape un petit peu dans le mille. Pour ces gamins, le passage à l'acte n'est pas vécu comme un meurtre. C'est une mission, un objectif à valider. Tu reçois les coordonnées GPS, tu fonces sur la cible, tu tires, tu t'enfuis, tu touches la récompense. La structure narrative est strictement identique à celle d'un jeu vidéo. Sans le nommer, je pense que vous l'avez deviné. Sauf qu'ici, personne ne respawn. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas un discours de vieux réac qui accuse les jeux vidéo de tous les maux. Le problème est infiniment plus profond. Ce qui a changé, c'est le rapport à la réalité elle-même. Ces adolescents ont grandi dans un monde où tout passe par écran. L'amitié, c'est Snapchat. La musique, c'est la drill qui glorifie les scores. La reconnaissance sociale, c'est le nombre de vues. Et la violence, c'est un spectacle permanent, consommé en boucle, normalisé, banalisé. Quand tu as regardé des centaines de vidéos de fusillades réelles sur Telegram avant tes 15 ans, appuyer sur une détente ne relève plus de l'impensable, ça relève du déjà-vu. Le profil psychologique de ces recrues confirme cette hypothèse. On ne retrouve pas chez eux la triade classique de McDonald's, l'énurésie, la cruauté envers les animaux, la pyromanie, qu'on observe chez les tueurs en série traditionnels. Non, ce qu'on trouve, c'est un narcissisme malfaisant. Un besoin compulsif d'exister, de peser, d'être enfin quelqu'un dans un monde qui les a toujours traités comme personne.
La vidéo du crime, ce n'est pas seulement un bon de paiement, c'est un trophée identitaire, la preuve à leurs propres yeux qu'ils comptent. Et c'est précisément ce mécanisme que les réseaux exploitent. Ils ne recrutent pas des psychopathes, ils recrutent des enfants vulnérables, endettés, affamés de reconnaissance. Et ils leur offrent exactement ce que la société leur a refusé. Un rôle, un statut, une place dans la hiérarchie. Même si cette place, c'est celle du fusible. Parce que ne nous y trompons pas. Le gamin qui tire est le maillon le plus faible, celui qui prend tous les risques pour la plus petite part du gâteau, celui qu'on arrête en 72 heures grâce à son propre téléphone, celui qui finit en cellule pendant que celui qui a passé la commande en recrute déjà un autre. Le système ne s'arrête jamais. Parce que la matière première, ce sont des adolescents cassés, des quartiers abandonnés, des familles à bout de souffle et inépuisables. Et c'est ça la vraie violence de cette histoire. Pas les rafales, pas les voitures calcinées, non. La vraie violence, c'est le silence. Celui d'une société qui produit ses gamins à la chaîne, qui s'indigne à chaque fait divers, qui réclame des peines plus lourdes, puis qui passe à autre chose en attendant le prochain titre dans le journal. Pendant ce temps, quelque part dans une cité, un téléphone vibre, un nouveau message, un nouveau contrat. Et un gamin est en train de répondre « oui ». C'était Empreinte criminelle. Si cette vidéo vous a marqué, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et surtout partagez. Ciao!